Salut Emeric, Salut Guillaume. merci de nous recevoir dans vos bureaux pour notre podcast dédié à la journée Messaging Talks. Tous les deux, on se connaît déjà depuis pas mal de temps puisque tu es client, mais ceux qui nous écoutent ne te connaissent pas forcément. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ton parcours, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui dans le groupe Lamotte? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Émeric Chatillon. Je travaille dans les métiers du web depuis un peu plus de 15 ans maintenant. J'ai travaillé dans différentes entités, différents secteurs d'activité, un peu partout en France. Euh, je suis aujourd'hui au sein du groupe Lamotte depuis un peu plus de 5 ans et j'occupe les fonctions de responsable communication digitale, qui consiste voilà, à assurer la présence web du groupe sur les différents leviers qu'on peut retrouver sur Internet. Est-ce que tu peux développer sur le groupe Lamotte, nous présenter le groupe Lamotte, le champ d'action, où est-ce que vous êtes présent, partout en France ou pas, je sais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Donc le groupe Lamotte, c'est avant tout un groupe familial, indépendant, historiquement basé à Rennes et dans le Grand Ouest. Donc acteur de l'immobilier depuis plus de 65 ans. On intervient sur tous les métiers de l'immobilier, construction, exploitation, gestion, investissement locatif. Donc, comme je disais, historiquement, l'implantation se fait à Rennes. On a opéré assez rapidement Nantes également, la Bretagne au sens large, Bordeaux. Et aujourd'hui, on se développe sur des secteurs tels que le Sud-Ouest, Toulouse, le Rhône-Alpes, l'Île-de-France également. Donc sur différentes activités, essentiellement l'immobilier neuf, mais également tout ce qui est gestion, location, transaction pour les particuliers. Également du terrain à bâtir, de la construction de maisons individuelles pour les particuliers également. On travaille également pour les professionnels sur de l'immobilier d'entreprise, locaux professionnels, locaux d'activité. Donc voilà, un spectre assez large. Spectre assez large qui est en train de conquérir une partie de la France, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, avec un développement intéressant au niveau du national, exactement. Ok. Aujourd'hui, on se voit pour parler lead gen et notamment comment est-ce que tu as réussi à générer une centaine de leads sur ton site grâce au chat en ligne. Mais avant tout, on va parler un peu du marché de l'immobilier. Je sais que c'est un petit peu tendu en ce moment. Est-ce que tu peux nous parler de ta stratégie digitale et de l'acquisition de leads, si tu veux bien? Ouais. Ouais, bah, c'est vrai qu'il faut pas se le cacher. Aujourd'hui, le marché est un peu plus complexe qu'il y a quelques années où le marché était porté par des taux d'intérêt, des taux d'emprunt qui étaient très bas. C'est vrai qu'on a eu une espèce d'euphorie, notamment post-Covid, sur cette activité-là. Aujourd'hui, voilà, le marché évolue. On entre sur une nouvelle ère, on va dire. On doit adapter finalement notre offre à cette nouvelle demande. Donc, la demande est toujours là. On est sur un marché de besoins. On a besoin de se loger, on a besoin de bien se loger. On est globalement en France en déficit de logement. Donc il y a quand même une tension sur cette demande-là et sur cette offre. Et le fait que ça soit très compliqué avec les banques parce que les taux d'emprunt augmentent, il y a beaucoup moins d'offres, tu me dis. Donc, est-ce qu'il y a des mesures que vous êtes, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ça va être compliqué demain pour se loger ou est-ce que ça va se détendre à un moment? Bon, le marché va s'adapter comme toujours, on est sur des cycles. Il y aura une adaptation à ce nouveau contexte. Certes, aujourd'hui, l'investissement ou l'achat est plus compliqué. Les conditions sont moins favorables qu'il y a certaines années pour les acheteurs. Néanmoins, sur le long terme, ça reste un investissement clé, on va dire, la base de quasiment tout patrimoine, la résidence principale notamment, l'investissement locatif également. Mais on est quand même sur des choses, un marché qui est malgré tout solide, mais il y a toujours de la demande. On est en tension locative sur un certain nombre de villes. Donc la demande est là, donc forcément le marché est entre guillemets sain. Donc on aura toujours cette demande. On doit adapter nos projets à cette nouvelle demande aussi. Donc ouais, peut-être des choses comme on peut le faire aujourd'hui sur de la résidence service senior, résidence service étudiante, avec des enveloppes qui sont moins importantes pour l'investissement locatif et qui peuvent répondre à une demande qui aurait un peu moins de surface budgétaire avec les taux d'emprunt actuels. Ça fait plaisir à entendre parce qu'on a souvent des mauvaises nouvelles sur le marché de l'immobilier et c'est tout le temps très compliqué, donc c'est plutôt positif pour l'avenir. Niveau digital, on a souvent entendu dire que l'immobilier avait beaucoup de retard par rapport aux autres secteurs. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un avis sur la question?
Oui, mais je pense que ça a été vrai à une époque. Je pense que le virage a été pris un peu plus tard que dans d'autres secteurs. Mais il faut s'adapter. Aujourd'hui, il y a 90% des recherches, des projets immobiliers qui commencent par le web. Donc aujourd'hui, ne pas être présent sur le web quand on est un acteur immobilier, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc oui, c'est indispensable d'être présent sur ces leviers-là. Aujourd'hui, notre stratégie, c'est de présenter notre offre, de rendre visible notre offre, qu'elle soit dans l'immobilier à destination des particuliers ou à destination des professionnels, rendre visible cette offre-là sur nos sites, essentiellement sur nos sites, mais pas que, sur tous les différents carrefours d'audience que nos prospects peuvent être finalement sur le web. Ça passe par du portail immobilier, ça passe par des réseaux sociaux. Voilà, on active un petit peu tous ces leviers-là pour générer une belle présence de notre marque et rendre visible notre offre auprès de ses prospects et des personnes qui sont intéressées par ce type de projet. Plus trop de retard du coup dans l'IMO sur l'environnement digital. Non, c'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps, je pense que c'est un canal qui a été sous-estimé. Aujourd'hui, le rattrapage est fait, il y a un écosystème qui s'est lancé aussi là-dedans, il y a des belles entreprises dans la PropTech française. Donc, l'immobilier a compris qu'il fallait aller dans le digital pour Voilà. se développer. De toute façon, c'était indispensable. Il y a quelques années, du coup, pour parler un peu de la même chose, il fallait avoir pignon sur rue, il fallait avoir des enseignes et des agences un peu partout pour avoir une présence pour les prospects. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas? Et est-ce que cette stratégie est la même dans le digital? Est-ce qu'il faut être partout, visible dans tous les sens? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, aujourd'hui, on a fondamentalement pas vraiment changé les choses. C'est-à-dire qu'il y a toujours besoin dans un métier comme le nôtre, un métier de terrain finalement, de mise en relation, de proximité. On a besoin d'avoir des agences physiques et d'avoir des locaux et les gens se déplacent. Le web, le digital, c'est un canal complémentaire. Ça nous permet de rendre visible en fait notre offre partout où les gens sont. Ils peuvent être dans la rue, effectivement, voir nos agences, mais aussi sur leur utilisation personnelle sur Internet, par navigation classique, sur mobile ou sur desktop. Donc c'est complémentaire pour moi et on a besoin aussi de travailler cette image de marque-là. C'est de la réassurance, voir des agences, nous voir en ligne. Et ça participe en fait à la réassurance et à la communication de la marque. Fondamentalement, on n'a pas vraiment changé les choses. On reste sur une citation que j'aime bien, c'est bien faire et le faire savoir. On travaille bien, mais il faut aussi surtout communiquer là-dessus et générer ensuite cette présence, cette préférence de marque pour que les personnes qui ont un projet actuel ou à venir puissent avoir entre guillemets un réflexe et s'adresser à nous sur leur futur projet, puisqu'en plus on couvre un spectre assez large, on peut travailler la location, on peut être locataire via nos services en tant qu'étudiant, et puis ensuite accéder à la propriété via des choses que l'on peut faire également en accession de propriété, faire construire sa maison, on est en capacité de le faire également, ou aller sur de l'investissement locatif plus tard sur des dispositifs type Pinel ou résidence-service étudiante ou résidence-service senior que l'on développe en ce moment. Donc voilà, on couvre un spectre assez large et on peut être en contact avec le groupe Lamotte sur une bonne partie de sa vie. Et du coup, le groupe Lamotte, quelle est la stratégie digitale pour couvrir tout ça? Parce que l'offre est assez large, le secteur est très très large. Comment vous faites? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont mises en place pour adresser tout le monde? Oui, alors du coup, en interne, on s'est développé sur cette partie-là. On a structuré les choses pour pouvoir rendre l'offre la plus visible possible sur toutes les entités. Et notamment, le fait d'avoir un site unique nous permet aussi de communiquer sur toutes ces entités-là à la fois et de bénéficier vraiment de la synergie du groupe. Donc, c'était l'intérêt aussi d'avoir un portail unique sur cette partie web. Et après, il y a dans tout le quotidien du travail de diffusion de l'offre, de présence de l'offre, d'image de marque. On travaille sur le natif, sur les réseaux sociaux. Voilà, on a mis les moyens, entre guillemets, pour aller couvrir un maximum d'audience sur ces différents leviers digitaux. Niveau levée d'acquisition, justement, je sais que tu travailles avec Humans, qui est également notre partenaire. On a fait un podcast avec Alexandra Sevestre, la directrice de l'agence de Rennes.
Euh, Aujourd'hui, je pense que tu la connais, est-ce que vous avez qu'est-ce que vous faites avec eux? Est-ce qu'ils vous aident sur certains sujets particuliers et qu'est-ce qu'ils vous apportent? Oui, donc on se connaît bien, effectivement. Alors, chez Lamotte, on a beaucoup internalisé sur la partie marketing digital. C'est vrai que c'est une spécificité aussi du groupe. On internalise beaucoup de compétences, notamment le marketing, et on fait appel à des prestataires externes, des partenaires externes, sur des expertises spécifiques sur lesquelles on n'a pas les compétences en interne, on ne souhaite pas forcément aller. Donc, on a besoin de s'appuyer sur des acteurs idéalement locaux, on va dire, puisqu'on privilégie aussi cette relation de proximité. Donc, voilà, on a internalisé beaucoup de choses. On travaille avec des prestataires comme Humans, et Humans en l'occurrence sur la partie référencement naturel, puisque c'est un des canaux principaux. Enfin, on a remis en tout cas le site au milieu de la place, et on développe pas mal de choses en termes de référencement naturel. Il y a un des leviers importants d'acquisition au sein du groupe. Euh, mais pas que, puisqu'on développe également pas mal d'autres leviers d'acquisition, que peut-être les portails immobiliers, le référencement payant, tout ce qui est social ads, ou des présences natives, on va dire, sur les réseaux sociaux. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un ensemble de leviers, comme les ingrédients d'une recette. On va sur beaucoup de leviers, on essaie d'être dépendant d'aucun, ni d'un canal, ni d'un acteur en particulier, pour sécuriser en fait notre logique d'acquisition et pas être dépendant. Euh, donc voilà un petit peu comment on travaille avec eux. Et puis c'est une question de dosage, de test, et d'adaptation au fur et à mesure des mois et des années. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des tips ou des bonnes pratiques à avoir pour le référencement naturel? Parce que c'est vrai que c'est un sujet que tout le monde parle tout le temps. C'est le gros sujet en ce moment sur tous les acteurs de l'immobilier. Est-ce que tu as des choses pour à nous dire là-dessus? Pour moi, le référencement naturel, il est essentiel, puisque c'est la seule chose qu'on possède. C'est notre propre actif, notre seul actif sur le web, c'est quand même notre site, puisque sinon on est dépendant de différentes plateformes. LinkedIn, Facebook, Insta, on n'est pas chez nous, on est chez eux. Donc c'est intéressant, mais c'est important, mais il ne faut pas être dépendant. Et la seule indépendance, finalement, elle s'acquiert par son site web et son référencement naturel. Donc, on développe pas mal de choses là-dessus. On a la chance de pouvoir, comme je l'indiquais, on a un seul site unique. Du coup, on a un volume d'offres qui est assez important et qui nous permet d'aller se positionner sur des listings assez intéressants, sur de la requête appartement neuf Rennes, appartement neuf Gironde. Donc, on travaille en fait essentiellement sur cette logique de listing, plus la logique de métier, promoteur, plus localité. Donc, on travaille essentiellement sur ces leviers-là. Et pour nous, le trafic naturel est un très bon levier d'acquisition et même un levier de vente derrière, parce qu'on a une bonne qualification des contacts qui viennent par ces canaux-là. Est-ce que tu penses que demain c'est possible de se couper des portails IMO ou de choses des autres secteurs et de se concentrer uniquement sur votre site web? Non, ce serait compliqué. Ce serait compliqué. On a besoin de ces acteurs-là. On a besoin d'une multiprésence. Aujourd'hui, l'audience sur le web est assez éclatée. Euh, Ce qui est d'ailleurs compliqué à gérer, puisqu'on a des nouveaux réseaux sociaux qui apparaissent, il faut être présent. Euh, Auparavant, c'était assez simple. On avait des médias, des grands médias sur lesquels en étant présent, ça suffisait. Aujourd'hui, on a une espèce de fragmentation de cette audience-là. Donc, être présent sur Insta, Facebook, TikTok, pourquoi pas. C'est important aussi parce qu'on doit être là où l'audience est, finalement. Donc, tout miser sur son site, non, c'est compliqué. En revanche, voilà, c'est des petits ingrédients comme ça, des recettes dosées, pour en tirer finalement le maximum de ces différents canaux sans être dépendant d'un seul. Donc, même pour notre site, ne pas être dépendant que de notre site, euh, parce que notre site passe par du référencement naturel et une mise à jour Google, des choses qui peuvent évoluer aussi, des tendances. Voilà, Google peut, aujourd'hui, ils sont en position hégémonique, mais ça peut évoluer aussi. Il y a d'autres usages. On arrive sur aujourd'hui des logiques de moteur de réponse plutôt que de moteur de recherche. Puisque Google sera toujours là, oui, mais comment, on ne sait pas. Donc voilà, on doit limiter cette dépendance, et on joue voilà, sur différents leviers, et on dose et on teste et on regarde et on adapte. Ok. Et sur tous les nouveaux réseaux sociaux, parce que tu me parlais de TikTok, il y a des choses à faire sur TikTok, sur du Snapchat, sur du WhatsApp.
Aujourd'hui, on sait que la qualité du trafic, c'est un peu fourre-tout sur les réseaux sociaux. Et comment est-ce qu'on peut faire le tri dans tout ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Euh, oui, c'est encore pas encore très mature. En tout cas, c'est pas encore très utilisé par les acteurs de l'immobilier, mais ça vient. Et aujourd'hui, l'audience est là, donc la bagarre elle se fait sur l'audience. Donc, si on ne peut pas se couper, en tout cas, on peut pas ne pas regarder des acteurs comme ça qui génèrent quand même des portées, des engagements et des audiences qui sont assez importantes. Donc, aujourd'hui, notre cible n'est pas forcément là, mais elle n'était pas forcément sur Insta, elle a deux liens. Euh, les réseaux évoluent, voilà, on se doit de regarder ça. Et puis après, on y va pas, on vérifie, on regarde. Mais en tout cas, on doit être à l'écoute de tous ces nouveaux canaux, nouveaux leviers, pour être en capacité d'y aller au moment où ce sera le plus opportun. Parlant de nouveaux leviers, du coup, on a été amené à travailler ensemble pour un projet de chat en ligne. Comment est-ce que cette idée a réussi à mûrir au sein du groupe Lamotte? Comment est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que tu peux nous donner aussi un petit peu peut-être de data sur ce canal? Oui. Euh, donc c'est vrai qu'on regardait un petit peu ce type de solutions-là. On souhaitait un peu humaniser la relation via notre site, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'un site, enfin, comme beaucoup de sites, c'est assez froid finalement. On se confronte vite à des formulaires, parce que bon, c'est un peu la logique que tout marketeur a. On a du formulaire, c'est sympa à tracer, mais ça peut être un peu assez froid, ressenti comme froid finalement vis-à-vis du prospect ou la personne qui demande. On demande assez peu d'informations. Est-ce que les prospects sont aussi en capacité de laisser leurs coordonnées aussi facilement qu'à une certaine époque sur les formulaires? Peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Donc on cherchait voilà, quelque chose dans ce style-là. On avait expérimenté du conversationnel il y a quelques années avant même que j'arrive au sein du groupe. L'expérience n'était pas concluante, peut-être une question de timing, une question d'usage. C'était quoi? C'était du live chat? C'était C'est chat live chat, ouais. géré en interne? Géré en interne. Donc avec les complexités que ça demandait. Je pense que le marché n'était pas encore vraiment mature sur ce genre de choses. Le conversationnel a bien pris ces dernières années. Il y a eu l'époque des bots, les fameux robots, où tout le monde voulait son bot, avec des qualités plus ou moins relatives. On a tous eu l'expérience d'un bot qui répond à côté de la plaque. Voilà, on a l'impression de se heurter à une nouvelle machine, encore une fois, une machine qui ne comprend pas forcément. Donc on n'est pas allé sur cette logique-là de bot. En revanche, c'est vrai que la, la, la solution du Contigo sur le coup nous paraissait intéressante à aller tester. Euh, Dans le cadre de cette logique ouais, de relation humaine, c'est-à-dire qu'on a un vrai opérateur derrière qui échange avec nous, qui comprend le besoin, qui oriente et qui répond aussi aujourd'hui à ce qu'on a constaté, c'est que le prospect, et bah, nous tous, en fait, on souhaite avoir tout de suite et sans effort. Donc la logique de conversationnel répond plutôt bien à ça. La logique de l'écrit aussi, c'est vrai qu'on constate un vrai développement de l'écrit ces dernières années. Aujourd'hui, on répond plus à nos téléphones, enfin, pour la plupart. Donc c'est plus facile à engager, c'est moins impliquant que de laisser son numéro de téléphone, que d'appeler. On peut faire ça en parallèle avec d'autres activités aussi. Et ça met en confiance, cet échange chat met en confiance. Et plutôt que de demander un email, demander un contact dans un premier temps, on donne son contact si on est convaincu que c'est intéressant pour nous, que l'échange a été intéressant, fructueux, et on donne plus facilement ces informations de contact lorsqu'on est en confiance. Donc, ça répondait à ce besoin-là. Donc, on l'a mis en place. On est très satisfait de ces premiers retours qu'on a testés et on a continué euh, ensemble. Au départ, on pensait que ça cannibaliserait un petit peu les formulaires et que finalement, ce serait juste que le nombre de leads serait à peu près équivalent. Aujourd'hui, on constate qu'on a des demandes via le chat qui n'auraient pas abouti sur du formulaire classique. Parce que défiance vis-à-vis de ces formulaires, on ne pas trop savoir où mettre ces données. On a également constaté des leads qui ont été réalisés sur des pages dont on ne soupçonnait pas forcément l'importance, on va dire, puisqu'on fait aujourd'hui du lead sur de l'actu, notamment, ce qu'on n'aurait pas imaginé, puisqu'on voyait ça finalement comme un complément au formulaire sur une page de programme immobilier ou d'annonce immobilière. Aujourd'hui, voilà, ça nous permet de détecter un peu des signaux un petit peu faibles, donc des projets sur lesquels on ne communique pas forcément encore,
mais qui nous sont remontés par cette demande terrain, parce qu'un prospect a pu entendre parler de nous sur d'autres leviers, notamment du offline. Et on remonte ces informations-là qui nous permettent aussi d'adapter l'offre ensuite. Donc voilà, c'était la bonne surprise, entre guillemets, qu'on n'avait pas forcément imaginé au départ. Euh, et également un autre atout, c'est l'amplitude horaire, puisqu'aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de prospects qui visitent nos sites hors des horaires d'ouverture. Et dans la logique d'avoir une réponse rapide à un besoin, le fait que le chat puisse être disponible sur cette amplitude horaire beaucoup plus importante permet d'apporter une réponse et d'engager la conversation avec le prospect immédiatement, à n'importe quelle heure. Donc ça, pour nous, c'est également assez important, puisque voilà, on constate qu'aujourd'hui, notre site est ouvert H24. Non, mais Voilà, par contre, H24. Pour le groupe Lamotte, il y a une stratégie, c'était de pas externaliser. Et au final, cette partie-là est externalisée. Ça n'a pas été compliqué de donner une partie du bébé à quelqu'un d'autre, pour le coup. Non, pour le coup, sur des outils comme ça, il y a une vraie spécificité. Et internaliser ce type de solution, c'est compliqué, à la fois sur la technique et sur l'aspect pratique. Il n'y a pas non plus du monde derrière qui répond. Il y a une logique technique aussi, des choses qu'on n'est pas en capacité, en tout cas sur lesquelles on ne souhaite pas aller. On ne souhaite pas internaliser ce type de prestations-là. Donc, je veux dire, on internalise en fait les choses les plus importantes, les choses clés, et on va s'adresser à des experts ou des expertises, des sociétés qui nous apportent une vraie plus-value sur quelque chose qu'on n'aurait aucun intérêt à mettre en place, de développer en interne. Ce serait pas pertinent d'aller faire ce genre de choses-là tout seul. Donc c'est comme ça qu'on s'adresse à des sociétés telles que les vôtres pour compléter finalement notre expertise interne par des expertises complémentaires. Et est-ce que tu as remarqué des changements sur le comportement des utilisateurs, peut-être sur, pas forcément le nombre de visiteurs, mais peut-être sur le temps de présence sur votre site web grâce au chat en ligne? Est-ce qu'il y a des KPI qui ont changé? On constate que les gens passent un certain nombre de minutes, un temps assez important sur nos pages programme. Alors, on donne beaucoup d'informations aussi, hein. Aujourd'hui, sur nos pages programme immobilier, on a la possibilité d'aller voir en détail des plans, des maquettes orbitales, des maquettes 3D. Donc voilà, on se renseigne, on se sur-renseigne finalement sur ces achats-là, sur ces projets-là, qui sont des achats quand même engageants. Donc on le fait pas comme ça. Et le chat nous permet aussi de passer, enfin, d'avoir un peu plus de temps encore passé, puisque les conversations peuvent être parfois assez longues avec les opérateurs derrière la solution de chat. Et on constate qu'on a une vraie discussion, et des discussions parfois assez longues, qu'on voit en fait dans le tableau de bord, des discussions assez importantes, et on récupère notamment pas mal d'informations complémentaires, des notions de budget, des notions de disponibilité de rappel, des notions de délai de projet, des choses qu'on ne demande pas forcément sur un formulaire où volontairement on est très limité, Light pour très light. pas frustrer. Voilà, donc on demande plus d'informations pour optimiser le nombre de formulaires qu'on reçoit. Le chat nous permet d'aller récupérer plus d'informations de la part du prospect qui finalement découle d'une discussion assez fluide avec l'opérateur. On demande, et parfois le prospect nous précise, même sans qu'on lui demande, nous précise son projet. Et ça, c'est de la donnée qui est intéressante lors du rappel par nos équipes pour proposer la bonne offre à la bonne personne au bon moment. Et du coup, ça me fait une petite transition sur, parce que je voulais un peu parler du commerce. Qu'est-ce qu'ils pensent les commerciaux des leads qu'on leur envoie? Quel retour ils ont dessus? Oui, en fait, c'est un bon complément. C'est-à-dire qu'auparavant, pas toujours, mais c'est vrai que le formulaire parfois peut être assez froid, il n'y a pas de notion de priorité, puisqu'on a des informations assez succinctes. En revanche, sur ces leads qui viennent du chat conversationnel, on a quand même notamment un numéro de téléphone qui est vérifié, puisqu'il est donné spontanément, des coordonnées email qui sont également bonnes, qui parfois n'est pas le cas sur du formulaire classique. Donc c'est du gain de temps, plutôt que d'essayer de rappeler quelqu'un qui a donné un mauvais numéro. C'est toujours du temps de gagner. On a une découverte client qui peut être un peu plus rapide également, ou en tout cas avec des données de contexte qui permettent aux équipes
d'avoir une meilleure connaissance et de mieux préparer finalement leur appel vis-à-vis des personnes qui vont être contactées. Et puis le prospect dans une logique de confiance, il s'attend à recevoir l'appel déjà. Il a donné une partie des informations. On est vraiment dans la continuité de cet échange qui s'est fait par de l'écrit sur derrière un rappel qui sera fait au téléphone la plupart du temps. Donc c'est complémentaire. C'est une mini découverte client qui peut être fait comme ça. Et en tout cas, c'est de la donnée qualifiée, de la donnée de contexte qu'on ne pourrait pas forcément avoir sur des logiques formulaires que l'on a habituellement par notre site ou par des portails ou par d'autres leviers d'acquisition. Ouais, parfait. Merci beaucoup en tout cas pour cette complémentarité. Dans notre podcast, on a repris un principe assez connu, c'est le Rapid Fire Question. Donc, je vais te donner un mot et tu vas me répondre par un mot. Et on va essayer de faire ça du tac au tac. Est-ce que ça te va? Oui, on va essayer. Plutôt mail ou appel téléphonique? Mail. Ton mentor préféré? Pas facile celle-là. Pas facile. Pas de mentor. Ok. Webinar ou podcast? Podcast. Ton mode de communication préféré? WhatsApp. J'ai peut-être une idée sur la question, mais lève-tôt ou coucher tard? Lève-tôt. Je m'en doutais. Mandat? Mandat. Mandat. Gestion. Ok. Ton emoji le plus utilisé? Clin d'œil. Iconcilio? Carrément. Location? Transaction. Lead gen? Lead gen. Quotidien. Ok. Une dernière, Le Mans? 24 heures. Merci beaucoup, Émeric, en tout cas, pour ta participation. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous. Merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt.